Nous avons parmi nous aujourd'hui une invitée très spéciale et avant de la présenter, la fondateur de À Voix égale, Rosemary Cares, nous suit par le site web. Nous pensons à vous. J'espère que vous avez entendu cela, Rosemary. J'ai le grand privilège aujourd'hui de vous présenter Trine Skei Grande. Elle est venue de Norvège pour prononcer ce discours devant nous aujourd'hui. Nous sommes donc honorés de l'accueillir. Parmi ses nombreuses réalisation, Trine a représenté la circonscription d'Oslo depuis 2001. Elle a aussi été leader adjoint depuis 2000 et membre du comité exécutif du parti depuis 1990. Nous connaissons votre discours d'investiture. Vos collègues parlementaires ont imprimé et c'est parce que vous avez mis clairement l'accent sur 5 points. En outre, Trine est une militante en faveur de changements fiscaux notamment. Elle fait partie de tant de comité permanent de l'éducation, de la recherche, des questions religieuses, des affaires étrangères, pour n'en nommer que quelques-uns. Mesdames et messieurs, c'est pour vous donner une idée de ce qu'elle fait pour son pays. Vraiment, nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui. Cet auditoire est impatient de vous entendre. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter la chef du Parti libéral de Norvège. Je vous remercie beaucoup de cette gentille introduction. Je vous remercie aussi de l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole devant vous. La Norvège et le Canada, bon, peut-être que vous ne le pensez pas, mais nous pensons que le Canada est semblable à la Norvège. Nous avons l'impression d'être très près de vous, de partager une culture et nous organisons aussi notre État de la même façon. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège pour travailler au Canada. Donc, nous rencontrons toujours beaucoup de Norvégiens au Canada. J'ai pensé profiter de l'occasion pour dire quelque chose au sujet de la situation en Norvège aujourd'hui, ainsi que quelques mots au sujet des jalons qui ont été atteints en matière de promotion des droits de la femme en Norvège. Bon, je prends la parole aujourd'hui et c'est environ 40% des élus en Norvège qui sont des femmes. Le Parlement compte 7 partis et 5 des chefs de ces partis sont des femmes à l'heure actuelle. Au niveau local, environ 37,5% des élus sont des femmes et au sein du gouvernement, il n'y a que 20 ministres et de ce nombre, 10 ministres sont des femmes. Nous en sommes très fiers. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, 3 étudiants sur 5 sont des femmes. Bon, les femmes choisissent des sujets différents d'études. Un autre chiffre qui est important, c'est que 88,5% des enfants vont au jardin d'enfants à partir d'1 an. Donc, et le service est disponible presque dans tout le pays. Donc, les femmes qui ont un enfant sont assurées d'avoir une place pour cet enfant en garderie dès l'âge d'1 an. Et si on ajoute à cela le fait que le congé de maternité d'1 an,
On a donc l'occasion de poursuivre sa carrière et aussi d'être une bonne mère. J'y reviendrai. Si vous analysez l'histoire de la promotion des droits de la femme en Norvège, on peut remonter 1000 ans en arrière et vous comprendrez pourquoi je suis ici aujourd'hui en Norvège. La famille n'a jamais été une structure très forte. C'est la collectivité locale qui a toujours été la structure solide. Dans les collectivités locales, travaillent ensemble. La structure familiale n'est pas très solide. Donc, c'est triste si on n'a pas de bon rapport avec son père, mais c'est pas terrible parce que on peut quitter sa famille, on peut décider de vivre sa vie autrement. Et on a toujours le soutien de sa collectivité locale, même si tous les membres de sa famille ne nous appuient pas. Et c'est vraiment quelque chose de très important dans l'histoire norvégienne. Et cela explique la liberté dont jouissent un bon nombre de femmes aujourd'hui. J'ai dû vérifier certains chiffres avant pour préparer ce discours et j'ai vu que la première victoire des femmes, c'est celle de pouvoir vendre et de posséder des biens. Cela remonte à 1206 en Norvège. La grande lutte pour l'égalité des femmes a commencé au 18e siècle. Les femmes ont obtenu le droit d'être des enseignants et aussi d'occuper des charges publiques au sein du gouvernement. L'éducation a été le premier domaine où nous avons obtenu un certain succès. Nous avons quitté l'Union en 1905 et il y a eu des élections pour élire un roi. En Norvège, nous élisons notre roi. L'élection remonte à il y a 100 ans, mais le roi a été élu. Et lorsque le roi a été élu, il jouissait d'un grand soutien de la population et 370 hommes ont voté pour lui. Mais il y a des femmes intelligentes qui ont pensé qu'elles devaient faire entendre leur voix, donc elles ont recueilli des signatures et 278 000 femmes ont signé une pétition appuyant le roi et appuyant la Norvège comme pays indépendant. Et cela a exercé des pressions sur le Parlement pour qu'il accorde le droit de vote aux femmes. Parce que par leur signature, les femmes ont montré qu'elles s'intéressaient d'aussi près à la politique que les hommes. Et la Norvège a été le 3e pays au monde à accorder le vote unanime aux femmes. En fait, il y a eu une députée, une femme qui a été élue députée avant même que les femmes obtiennent le droit de vote. Les femmes ont dû se représenter elles-mêmes. En 1915, une loi importante a été adoptée. Une loi qui ne visait pas vraiment les femmes, mais les enfants. On a accordé aux enfants le droit d'hériter les biens de leur père, même si les parents n'étaient pas mariés. Et cela a fait l'objet d'un grand débat au pays. On a pensé que cela attaquerait la moralité en Norvège parce que évidemment, les serviteurs essaieraient peut-être d'avoir des enfants avec le propriétaire de la maison. Bon, ce qui est important, c'est que toutes les femmes qui avaient eu un enfant d'un homme riche avaient le pouvoir d'obtenir les mêmes droits pour leurs enfants que les droits des enfants nés d'une union légale. Et c'est un autre principe moral très important en Norvège. On ne doit jamais condamner un enfant pour ce qu'a fait
Et cela explique pourquoi les femmes jouissent de pouvoir dans certains domaines. Il y avait 12 membres du conseil municipal et il y avait 11 femmes et un homme. Les hommes étaient dans le domaine des transports et des pêches et ils n'étaient pas là pour se faire élire. Dans certaines régions en Norvège, les femmes occupent des postes importants parce que les hommes étaient en mer. En 1971, il y a eu un coup organisé par les femmes. Nous avons eu des élections à la proportionnelle et de nombreuses femmes se sont présentées et votaient pour les femmes seulement. Et dans de grandes villes comme Oslo et Trondheim, on a fait élire une majorité de femmes. Et les hommes se sont vraiment demandé comment est-ce que cela était possible, comment est-ce qu'on avait pu faire cela contre eux. Mais de nombreuses villes ont été très bien gérées. En 1974, c'est mon parti qui a fait élire le premier chef femme. Donc, au sein de mon parti, toutes les instances doivent compter au moins 40% de membres qui sont des femmes. Les conseils nationaux, les conseils locaux, les listes nationales. Et c'est aussi, ça va jusqu'à la représentation des hommes et des femmes au sein des congrès. Ça a changé beaucoup les choses parce que il y a beaucoup de femmes qui ont pu se faire connaître. Elles ne se présentaient pas seulement pour les élections, mais étaient en mesure de prononcer un discours lors d'événements importants. C'est une autre façon de recruter des femmes. En 1977, les Norvégiens ont obtenu le congé de maternité. En 1979, on a adopté une loi sur l'égalité des droits. En 1981, la première ministre a été élue. Elle comptait beaucoup de femmes au sein de son gouvernement. Et moi, je fais partie de cette génération. Le premier ministre était une femme. Et notre ambassadeur a dit l'autre jour que les enfants, à ce moment-là, les filles ont commencé à dire qu'elles pouvaient être première ministre et les garçons, eux, ne pensaient pas pouvoir être premier ministre parce que c'était une femme qui dirigeait le pays. En 1977, le congé de maternité est passé de 18 à 42 semaines. En 1999, il y a eu une nomination de la première ministre de la Défense, un membre de mon parti. Et c'est survenu au même moment où il y a eu des bombardements en Bosnie. Et la première ministre parlait au Congrès, expliquait pourquoi elle avait dû prendre cette décision et elle pleurait. Et je me souviens être sortie du Congrès et il y avait beaucoup de journalistes à l'extérieur disant « Est-ce possible que le ministre de la Défense pleure pendant qu'elle explique pourquoi elle a autorisé des bombardements ?» Et moi, j'ai demandé « Est-il possible qu'un ministre ou une ministre de la Défense annonce une telle décision sans pleurer ?» Je pense que c'est très bon pour la démocratie qu'on voit que ce genre de décision est très difficile à prendre. En 2003, on a adopté une loi pour qu'il y ait au moins 50% des femmes participent à ce conseil des entreprises. Les 2 tiers des entreprises en Norvège étaient contre. De 2003, 60% des femmes dans les conseils d'administration. Et si on compare ça aujourd'hui, c'était 34%. Non. Est-ce que cela a une influence sur la politique norvégienne?
Est-ce que ça a signifié quelque chose pour beaucoup de femmes? Oui. Les choses changent quand il y a autant de femmes. Ça fait en sorte que le système social est différent en Norvège. Et ça fait que la description du système est très importante. Cela a aussi renforcé le pouvoir des enfants et les questions qui intéressent les enfants, et ça a renforcé les droits des enfants en Norvège. Mais plus important encore peut-être, c'est la possibilité et la liberté d'être à la fois mère et chef d'entreprise, une mère et une politicienne. Nous avons des maternelles, des jardins d'enfants, nous avons des congés de maternité et on a de nombreuses possibilités. Et ça vous permet d'être à la fois mère et travailleuse. Le taux de naissance en Norvège est très élevé. Si vous ne croyez pas au féminisme, si vous ne croyez pas aux droits égaux pour les femmes, vous devez croire en l'économie. Et l'économie vous montre qu'il est très important pour une nation que les femmes travaillent parce qu'elles paient des impôts et ça crée la richesse et ça favorise la croissance. Certains pensent que la Norvège est riche à cause de son pétrole. Ce n'est pas vrai. Si on se compare à la Suède, c'est à peu près la même chose que nous. Ils ont un système social comme nous. Ils n'ont pas de pétrole. Alors, quel est le parallèle à tirer entre la Norvège et la Suède? Le parallèle, c'est la participation des femmes au marché du travail. Les femmes travaillent. Elles paient des impôts. Et nous croissons en tant que pays grâce aux femmes. Ce n'est pas le pétrole qui fait la richesse de la Norvège, ce sont les femmes. Alors dites-le à tous les hommes qui vous diront que ce n'est qu'une façon pour les femmes de parler, que c'est important simplement pour les femmes. Non, c'est important aussi pour les hommes parce que ça nous donne l'occasion d'avoir un meilleur pays. Et c'est aussi grâce aux congés de maternité et aux écoles maternelles qu'on voit que les hommes doivent participer autant que les femmes. On voit maintenant que les hommes veulent une part de leur congé de maternité. Les femmes essaient de garder le congé de maternité pour elles. Il y a des hommes qui veulent partager le congé de maternité en deux avec leurs femmes. Les hommes, comme les femmes, veulent passer du temps avec leurs enfants. Voici un exemple. Un membre de notre parti, quand il était représenté au Parlement, il était très important pour lui de choisir. Enfin, il voulait choisir un représentant qui lui correspondait. C'est un avocat. Il doit venir recueillir les enfants à la sortie de l'école la moitié du temps. Il tenait à pouvoir le faire même en étant député au Parlement de la Norvège. Les hommes et les femmes se partagent la tâche d'aller recueillir les enfants à l'école. Et s'ils ne le font pas, la presse va vous critiquer. Donc, vous aurez un gros problème avec les médias si vous ne faites pas votre part. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas un bon père. Et cette attitude est importante. Autre chose qui est très différente, je pense, c'est la culture politique qui a changé, qui change quand les femmes entrent en politique. Je ne veux pas me montrer trop dur. Mais quand je suis arrivée, je regardais la période des questions chez vous et je ne veux pas être impolie, mais je dois dire deux choses. Premièrement, si on pense que les citoyens vont respecter les politiciens pour le travail qu'ils font, les politiciens doivent se respecter mutuellement.
Deuxième chose à laquelle je pensais, c'est que si on a 15 ans, une fille, et qu'on regarde la télé, et qu'on se dit, je vais vraiment changer le monde, alors on se dit, est-ce que je vais aller en politique? La réponse est non. Je ne pense pas qu'une fille de 15 ans va, après avoir regardé ces débats, avoir envie d'entrer en politique. Et c'est important. Et c'est lié au leadership. Il faut trouver des filles talentueuses à 15 ans, essayer de les rejoindre, de les soutenir, de les encourager pour qu'elles prennent des positions politiques, essayer de les encourager à suivre des cours, les encourager à saisir des occasions d'entrer en politique. Et c'est autre chose que je vois en politique en Norvège maintenant. Si certains des partis ne recrutent pas des femmes dans leur poste d'importance, les analystes politiques vont dire ils n'ont pas à s'attendre à ce que les femmes votent pour ces partis. Si ces partis n'ont pas de femmes, on ne peut pas s'attendre à ce que les femmes votent pour ces partis sans femmes. Nous avons 7 partis politiques et tous ces partis pensent qu'ils doivent recruter des femmes, qu'ils doivent pour avoir des votes de femmes. Et cet changement d'attitude a changé et a encouragé les femmes à entrer en politique. Si je remonte à l'époque de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère, toutes les générations ont mené leur combat pour faire reconnaître les droits que nous avons maintenant. Et pour moi, il est important de me rappeler ce qu'ils ont fait pour obtenir ces droits. Je suis de la génération des années des 80. Je pense que dans les organisations non gouvernementales, les organisations étudiantes, on a besoin d'un soutien spécial parce qu'il est important que les femmes fassent de la politique. On apprend ainsi toutes les règles, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour arriver à ses fins en politique. Mais il reste beaucoup de défis en Norvège aussi. Tout n'est pas rose. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elles ont atteint le plafond de verre dans leur carrière parce qu'elles sont des femmes. Dans un sondage il y a 2 jours, 15% ont dit sentir ce plafond de verre. Une femme gagne 85% de ce que gagne un homme. La raison de cela, c'est que les femmes occupent des postes moins bien rémunérés. Il y a aussi de nombreux secteurs. Nous n'avons pas autant de femmes qui font du rock en tant que musiciennes de rock. C'est un grand sujet de discussion, par exemple. Est-ce que vous avez des femmes auteurs? Est-ce qu'on a des femmes politiciennes ou des musiciennes? La semaine dernière, on a remis des prix en Norvège. Ils avaient des catégories spéciales d'artistes féminines. Certaines se sont retirées parce qu'elles se sont dit, nous ne sommes pas des artistes féminines, mais des artistes. Pourquoi parler d'artistes féminines? Pourquoi de politiciens féminins? Ce sont des artistes, point. Ce sont des politiciennes, point. Nous avons beaucoup de discussions. Nous n'atteignons pas tous nos buts, mais j'espère que la génération qui me suit aura des combats moins difficiles que nous à mener. Et il faut se rappeler que la bataille se poursuit toujours. Et le but, c'est d'en arriver à un meilleur avenir. Merci. J'aimerais inviter l'ambassadeur de la Norvège à la tribune et remercier notre conférencière d'honneur. Dear Trine, Chère Trine, en tant qu'ambassadeur de la Norvège au Canada, je suis très impressionnée d'avoir
ce grand modèle présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je tiens à ajouter 2 points qui me semblent très importants quand on parle de l'expérience norvégienne, que Trina a parlé vraiment de façon excellente. Bien sûr, c'est une question critique. Est-ce que les femmes comptent vraiment? Est-ce que les politiciennes comptent vraiment? Est-ce qu'elles vont changer les choses? Ou est-ce qu'elles seront là simplement de façon symbolique? Eh bien, l'expérience de la Norvège, et ce n'est pas que mon expérience à moi, mais beaucoup de recherches se fait en Norvège depuis 1981 et qui montre que la participation des femmes a changé la politique en Norvège. On ne vise pas que les femmes et les enfants exclusivement et le système social, mais on a ainsi changé la politique étrangère, la politique de défense. Nous avons intégré les questions de genre dans tous les domaines de politique qui intéressent les hommes. Et ça, c'est l'élément clé pour la participation des femmes. Il ne s'agit pas simplement pour une femme de devenir une politicienne. Il s'agit pour elle de changer le monde. Et c'est ce à quoi sert la politique. L'autre élément clé, c'est est-ce que la participation des femmes a eu un effet sur le recrutement des filles et de femmes dans la politique en Norvège? La réponse est oui. Les femmes comme Trina sont très admirées par les filles, par les femmes en Norvège. En 1981, quand Brundtland est devenue première ministre, elle a été fortement critiquée et il y a eu tout un débat sexiste sur son apparence et sur la question de savoir si elle était sexy ou non. Cette discussion serait impossible aujourd'hui. Je travaillais en tant qu'enseignante à temps partiel pour payer mes études et j'avais ces échanges avec mes étudiantes. Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Et après 1981, quand Brundtland est devenu un premier ministre de premier rang, nommé au un cabinet à 40% de femmes, les filles ne voulaient plus simplement que se marier, elles ne voulaient plus devenir des princesses, elles voulaient devenir première ministre. Et nous avons une discussion de classe un jour et une fille a dit, moi je vais être premier ministre. Ça devenait un modèle de rôle intéressant pour les filles pour la première fois. Et un petit garçon a dit que lui aussi il voulait devenir premier ministre. Et là, quelqu'un a dit, Premier ministre, ce n'est pas un travail pour un garçon, seulement les filles peuvent devenir Premier ministre en Norvège. Et ça montre à quel point sont importants les modèles de rôle importants pour les filles et pour le recrutement de futurs politiciens. Merci beaucoup, Trina. Merci d'être un tel modèle pour moi, mais plus important encore, d'être un modèle pour les jeunes filles de la Norvège aujourd'hui. Merci beaucoup.